Voilà, l'enregistrement a débuté, donc bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Marion, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de l'ORU Occitanie? Bien sûr, Roseline. Donc, l'ORU Occitanie, c'est une structure qui observe et analyse l'activité des services d'urgence dans la région. Concrètement, on collecte des données pour mieux comprendre les besoins de santé, les tensions, aider à améliorer l'organisation et les prises en charge. On travaille en lien avec les acteurs du territoire pour faire évoluer les pratiques et accompagner les dynamiques locales. Et finalement, ce qui nous réunit aujourd'hui à travers ce webinaire, c'est aussi ce qui fait l'ADN de l'ORU Live, c'est l'information qui circule, l'expertise qui se partage. Voilà, Roseline, à toi. Donc, ce webinaire aujourd'hui, il est consacré donc à la coordination lien ville-hôpital et plus particulièrement en fait à une organisation qui a été mise en place par le DAC 21 sur justement la présence d'une coordinatrice ville-hôpital au sein même d'un service d'urgence. Donc, nous allons pouvoir explorer l'organisation, la mise en place, mais aussi les questions très pratico-pratiques, comment ça fonctionne au quotidien avec cette organisation. Et donc, pour ce faire, nous allons laisser la parole à nos intervenants qui vont pouvoir se présenter et commencer leur présentation. Je vous laisse la parole, le DAC et le CHU de Dijon. Alors, bonjour, Laurent Garneau, directeur général du DAC 21. Isabelle Guichard, donc coordinatrice ville-hôpital du DAC 21 sur le CHU de Dijon sur les urgences et je suis infirmière de formation. Bonjour, Christine Trojan, directrice des parcours patients au CHU Dijon-Bourgogne. Alors, dans cette présentation, je vais quand même faire un petit topo, mais rapidos sur les DAC, étant donné qu'on est là surtout pour cette expérience qu'on a menée qui s'est pérennisée au sein de la Côte d'Or. Donc, vite fait sur les DAC, notamment le DAC 21. Alors, hop, bon, les DAC se sont constitués en 2010. Monsieur Garneau, juste vous interromps parce qu'on Oui, ne voit pas votre présentation. ah bon? Non, on la voyait tout à l'heure quand on était entre Mm. nous et là on la voit plus. Il faudrait juste Moi, la je la vois remettre. là. Ah, tu la vois Roseline. toi? Ok, Oui, bah, il n'y a Moi pas de souci, aussi. ça doit être est-ce moi, que... excusez-moi. Vous m'avez fait peur. Alors, donc, je vais revenir sur la présentation. Donc, les DAC, grosso modo, sont constitués en 2019. Ils ont repris les activités des Maya, des réseaux, certains réseaux de santé, des clics, notamment, pour faire un dispositif d'exercice, un dispositif de coordination, d'appui aux professionnels et aux patients pour des situations dites complexes. Alors, on a comme public, c'est surtout un appui des professionnels de santé et des structures qui existent aussi bien sociales, sanitaires, médico-sociales, ambulatoires, hospitaliers, les personnes en situation de complexe, les aidants familiaux surtout. Les missions principales, appui à l'orientation, appui à la coordination des parcours et à l'animation territoriale, qui correspond à nos trois missions ou aux missions des DAC en général. Donc, le DAC 21, c'est sur le territoire de la Côte d'Or, 550 000 habitants, 40 effectifs salariés, une vingtaine de coordinateurs de parcours, 9 assistantes de coordination et direction, équipe support, encadrement. Donc, la particularité du DAC 21, c'est qu'on est structuré en cinquantaine pour être en proximité des acteurs de terrain, un maillage territorial avec un numéro unique, guichet unique et qui oriente directement sur la bonne antenne du DAC. Donc, bien sûr, les DAC, comme vous le savez tous, c'est tout âge, toute pathologie confondue. Voilà. Donc, les missions 1, mission 2, mission 3, qui sont génériques à l'ensemble des DAC, donc informer, orienter, conseiller. Donc, ça, c'est le rôle qu'ont nos assistantes de coordination. La mission 2, qui est la coordination des parcours de soins, avec nos coordinatrices de parcours complexes. Certains appellent ça aussi des référents de parcours complexes, où il peut y avoir plusieurs profils, infirmiers, assistantes sociales, mais nous, on a principalement des profils infirmiers pour avoir une question de sémantique avec les libéraux. Et la mission 3, animation du territoire, soutien aux pratiques et initiatives professionnelles, animation de comités locaux de concertation et
un observateur des ruptures de parcours qu'on est en train de travailler notamment avec les conseils départementaux et d'autres structures. Et le point qui est très important que je verrai dans 2-3 minutes, c'est le développement de l'utilisation d'outils e-santé entre les pros et entre les structures. Parce qu'on est en Bourgogne-Franche-Comté sous le signe de la data avec l'ARS BFC. Et contrairement à d'autres DAC en France, on a la particularité d'être sous la DIS, la Direction de l'innovation et de la stratégie, et non la DOS, la Direction de l'offre de soins. On ne procure pas de soins, il faut systématiquement le consentement du patient. Voilà. Là, vite fait, alors je sais que vous allez avoir le support par la suite. Donc, notre DAC fonctionne avec un système de sollicitation, orientation, visite d'évaluation avec un PPCS, plan personnalisé de coordination en santé, qui se retrouve dans notre système d'information et qui est partagé avec l'ensemble des acteurs qui gravitent autour du patient. La coordination et la réévaluation à 6 mois maximum. Alors là, c'est un point qui est très important parce que je voulais aller vite sur avant. C'est surtout sur nos outils. On a un système d'information e-santé qui s'appelle eTix et qui nous permet de communiquer l'ensemble de nos informations avec nos partenaires, les libéraux, certaines structures hospitalières et partenaires. Ça facilite, fluidifie la communication de manière sécurisée. On a à travers, alors eTix, c'est un dispositif qui fonctionne en termes de parcours. Il y a plusieurs parcours sur cet outil. Donc nous, on est le parcours appui coordonné, mais il existe aussi le parcours obésité, il existe le parcours cancéro. Et en fait, les dossiers patients peuvent être dans différents parcours et sont interconnectés, ce qui est très efficace pour l'échange entre les pros et les polypathologies de certains patients. Stella. Stella, c'est notre outil pour nous orienter les patients. C'est un module d'orientation et de sollicitation. Et alors là, vous voyez Globule, pardon, je reviens. Globule, la petite tache de sang. Alors d'autres DAC ont Globule Paco, mais nous, on se sert de Globule comme l'interface mobile de notre eTix qui permet à nos collaborateurs d'échanger en direct avec les professionnels de santé et d'autres acteurs du territoire. Donc, c'est un peu, pour résumer, un WhatsApp sécurisé entre les acteurs de la coordination et du terrain. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas accès à tous ces outils et pour montrer notre présence chez le patient, on a toujours un sticker sur la carte vitale, un magnète sur le frigo. Bon, ça, c'est plus pour les SAD ou les SIAD qui ne nous connaissent pas. Voilà. Quelques chiffres, mais si vous voulez, sur notre site internet, il y a tout le rapport d'activité. Donc, en 2025, c'est 1019 sollicitations en mission 1, 2860 patients pris en charge en file active lycée en 2025. Ça fait 1265 nouvelles créations de dossiers dans l'année. Voilà. Et la mission 3, c'est les rencontres partenaires, c'est les comités locaux de concertation avec les partenaires pour mieux comprendre les missions des uns et des autres et les problématiques communes. Et voilà. Ce qui nous amène pour faire la transition, c'est qu'au DAC 21, on a la particularité, alors il y a ce poste de coordinatrice ville-hôpital au sein des services des urgences de l'UHD, on expliquera par la suite, mais on a pu développer aussi ce poste avec le partenariat de 2 autres CPTS de la Côte d'Or qui nous financent le poste. Nous le mettons en pratique, nous gérons le RH, logistique et le CHU et les CH accueillent dans leurs locaux ces coordinatrices ville-hôpital. Donc, comme c'est indiqué, on sécurise et optimise le retour à domicile, on favorise le lien entre les pros intra et surtout extra-hospitaliers, on limite les réorientations en urgence, mais ça on verra par la suite avec Isabelle et Christine, et on identifie vite les ruptures de parcours de soins, et on est en lien aussi avec le projet d'ordonnancement mené par le CHU Dijon-Bourgogne. Alors, vite fait, et après je laisse la parole à Christine Trojan,
Donc, ça découle du rapport Braun de 2022 sur les 42 mesures appliquées sur le service des urgences. Il y avait une situation à l'UHCD qui était un peu compliquée, où les patients restaient beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu, qui est normalement les 48 heures. Et on travaillait déjà en lien étroit avec le CHU, notamment avec les services, les assistantes sociales, le service d'assistante sociale. Mais on a voulu développer encore plus ce partenariat. Donc, on a vu que avec ce rapport Braun, cette situation au CHU, l'alignement des planètes a pu se faire pour que on échange, notamment avec Christine qui me prend le relais là-dessus. Et là, je prends. Oui, oui, si tu avais un mot. Ah oui, non, mais t'as tout dit, hein. C'est vrai que c'était une situation complexe début 2023 avec des difficultés RH médicales aussi sur l'UHCD qui n'arrangeait pas les choses. Et puis un constat voilà, de patients présents au sein de l'UHCD, des patients polypathologiques avec des situations de plus en plus complexes et même des assistantes sociales qui voilà, étaient bien en difficulté. Et c'est vrai que cette mesure proposée dans le cadre du rapport Braun, ça a été une opportunité de tester, d'expérimenter, de lancer cette expérimentation. On développera après le comment et les conditions aussi pour que ce soit possible au sein des établissements. Mais voilà, en fait, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on a débuté cette expérimentation. Donc, c'est à mon tour maintenant de prendre la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Isabelle Guichard. Je suis infirmière de formation et coordinatrice ville-hôpital sur les urgences du CHU de Dijon. Je viens du DAC 21. On m'a demandé de faire une très brève présentation de ma formation. Donc, j'ai déjà commencé à découvrir le prendre soin en tant qu'agent de service hospitalier au sein de cliniques dans le milieu du handicap et en EHPAD. Ensuite, je me suis orientée vers une formation d'aide médico-psychologique qui m'a permis d'approcher et d'accompagner des patients atteints du VIH et ce qui a motivé à ce moment-là mon envie de devenir infirmière. Donc, j'ai rapidement accédé à cette formation. Une fois le diplôme en poche, je travaillais en HAD. Et ensuite, on m'a orientée vers la mise en place d'une unité spécialisée Alzheimer dans un EHPAD. Et à la suite encore, donc il y a quand même des années derrière ça, j'ai été responsable d'accueil de jour et d'hébergement temporaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la coordination au sein des groupements de professionnels de santé, donc auprès de M. Garneau, qui se sont ensuite transformés en DAC depuis 2021. Durant mon parcours au DAC 21, je me suis formée au diplôme interuniversitaire de construction et coordination des parcours de santé pendant une année. Et c'est une fois diplômée que j'ai pu candidater sur ce poste, en tout cas que je me trouvais plus légitime à candidater sur ce poste. Et j'ai pu accéder à ce poste au sein du CHU, au sein des urgences, en septembre 2023. Donc, je vais vous parler de mon quotidien. Moi, je vais être vraiment dans le pratico-pratique et ensuite, je resterai à votre disposition pour les questions. S'il y a des choses qui peuvent, après, sur lesquelles vous souhaitez qu'on revienne, on reviendra après. Donc, déjà, je remercie Madame Trojan parce que c'est grâce à elle, notamment, que j'ai pu accéder au CHU parce qu'elle croyait vraiment en ce projet. Donc, elle a tout mis en place pour que je puisse être bien accueillie et c'était chose faite. Mon bureau se situe auprès des secrétaires médicales des urgences, donc vraiment à l'accueil des urgences. Elles m'ont également très bien accueillie. J'ai un bureau, j'ai accès au logiciel Résurgence et DXCare qui fait partie du CHU. Et j'ai également avec moi mon ordinateur et le logiciel ITIX qui est notre logiciel métier. Donc, techniquement, quand j'arrive au CHU, donc j'y suis pour 90%, 95% de mon temps. Il y a un petit temps qu'on n'a pas évoqué, que j'ai tous les jeudis après-midi sur l'hôpital privé Valmy à Dijon, mais je travaille un peu différemment avec eux. Donc, quand j'arrive, j'ai accès au logiciel Résurgence, je regarde, je consulte qui est actuellement sur les urgences et je fais le lien avec le logiciel ITIX pour voir s'il y a des patients qui sont identifiés comme faisant partie du DAC ou étant suivis ou l'ont été par le passé. Mes collègues ont également, il y a une interop qui existe entre le CHU et le DAC. Mes collègues sont informés quand leurs patients
suivi au DAC 21 passe la porte du CHU, que ce soit en consultation, que ce soit aux urgences ou en hospitalisation. Ce qui peut quand même beaucoup aider quand elle me contacte en me disant, bah voilà, j'ai un de mes patients qui est sur les urgences, est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce qu'il faut savoir que je suis présente du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. La nuit, les week-ends, je ne suis pas présente. Et puis Résurgence, ça bouge, hein, c'est tout le temps et je ne le consulte pas toute la journée non plus. Je ne suis pas devant l'ordinateur. Donc, elle n'hésite pas à m'appeler et à ce moment-là, je consulte le dossier du patient. J'ai dans mon bureau la chance d'avoir également l'infirmière de liaison de l'HAD avec qui nous travaillons régulièrement. En tout cas, on échange sur les situations et je rencontre quasi tous les jours la bed manageuse qui donne aussi un petit peu la température sur les urgences, qui peut aussi nous apporter comme élément, il y a tant de patients en attente, il va falloir sortir des personnes. Ça donne un petit peu la température de la matinée, en tout cas ce qui nous est réservé, notamment sur des périodes un peu plus critiques et en période de crise. Je suis rejoint très rapidement à mon arrivée par l'assistante sociale du service des urgences. Et c'est mon binôme. Très clairement, je ne travaille quasiment tout le temps qu'avec l'assistante sociale des urgences. Elles sont sur tout le parcours des urgences et j'ai la chance qu'elles sont 3 et ce sont les mêmes personnes. Elles travaillent sur les urgences, sur l'UHCD et sur la médecine polyvalente, ce qui représente le parcours des urgences au sein du CHU. Donc, on fait du lien et on met du sens à nos prises en charge et à nos accompagnements. Donc, ensemble, nous allons voir les médecins, les internes, les professionnels de santé. Et c'est le aller vers qui a permis aujourd'hui de construire ce travail et en binôme et en relation constante avec les urgences. Pourquoi? Parce que quand ils nous voient, les internes, les médecins nous disent « Ah oui, tiens, j'ai quelque chose pour toi ». Donc, on va vers eux dès le début de matinée et on leur demande s'ils ont des patients à nous confier ou s'il y a des situations qui se complexifient pour lesquelles ils pourraient avoir besoin de nous et on échange. Donc ça, c'est hyper important. Ah, il y a un petit peu de bruit. Je ne sais pas si vous continuez de m'entendre. Ça y est. Voilà. Bon. Donc, durant cette visite, nous allons échanger auprès des médecins sur les situations des patients et ensuite, nous allons régulièrement au staff de l'UHCD puisque ça fait partie de la prise en charge des urgences et nous échangeons de la même manière sur les situations. Sauf qu'on n'a pas la même temporalité quand on va voir, quand on nous oriente un patient qui est aux urgences, parfois même à l'accueil des urgences, hein, on peut déjà nous solliciter pour nous dire attention, là il y a une problématique, comme ça on peut anticiper. Comment j'anticipe moi déjà? Je regarde si c'est un patient suivi par le DAC. Ce qui fait que l'apport des éléments que j'ai du DAC va pouvoir en tout cas apporter une plus-value au suivi du patient au sein des urgences. Je vais pouvoir leur apporter tous les éléments que le coordinateur de parcours complexe aura dans son dossier. Puisque je vous rappelle qu'on fait une évaluation multidimensionnelle au sein du domicile et tous les éléments que nous avons, on va pouvoir apporter. Quand les gens arrivent aux urgences, c'est du déclaratif. Ils disent ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent. Moi, je vais pouvoir apporter des éléments un petit peu plus concrets. Donc ça, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était primordial. Si la situation nécessite à ce moment-là une analyse par le DAC 21, je vais systématiquement, avec l'assistante sociale, rencontrer le patient et sa famille si possible, si elle est présente, ou bien un échange téléphonique avec l'entourage, une fois que le patient a donné son accord, bien entendu. S'il s'agit d'une situation... Non, l'autre. Mais si vous pouvez enlever juste ça, ça serait... Excusez-nous. Si la situation n'est pas pour le DAC, ni n'a besoin de mon expérience, en tout cas, ou de raisonner à deux cerveaux, à ce moment-là, ça reste une situation qui est orientée pour l'assistante sociale. Il y a des situations qui sont purement sociales. Je n'ai pas lieu d'y être conviée, sauf si évidemment il y a des situations très très complexes, notamment comme les violences conjugales, ou voilà, où parfois l'assistante sociale veut juste que je puisse être auprès d'elle pour l'entretien qui parfois peut être un peu lourd. Et bien entendu, je suis à sa disposition pour l'accompagner. Mais généralement, donc, je n'y vais pas sur les situations purement sociales. Et tout ce qui est du
paramédicales, par exemple, mettre en place de l'oxygène, faire une demande. Alors, l'HAD, l'IDELI est là, mais pas toujours physiquement dans le bureau, donc je vais pouvoir rapidement la contacter. Ça va être pour un EHPAD, par exemple, où le retour à domicile nécessite des soins un peu plus techniques. Donc, à ce moment-là, ces missions-là me sont confiées et je gère tous ces retours-là à domicile depuis les urgences ou de l'UHCD. Ça, quand je le fais comme ça et que je n'ai pas besoin du DAC 21 derrière, en tout cas d'une orientation DAC 21, c'est ce qu'on appelle une mission 1. Je réalise également donc des missions 1 qui sont notifiées dans Stella, notre logiciel. Si néanmoins j'estime que le DAC 21 a besoin, en tout cas qu'il y a besoin d'un soutien du DAC 21, donc d'une visite à domicile et d'une évaluation, je propose aux patients, je propose également aux médecins, bien entendu, je ne fais rien sans l'aval du professionnel qui prend en charge le patient. Et à ce moment-là, je l'oriente vers le DAC 21. Et cette prise en charge, en tout cas, le DAC 21, il répond dans moins de 48 heures. Quand je dis il répond, il n'y aura pas nécessairement une visite à domicile, quoique c'est déjà arrivé que je demande exceptionnellement à mes collègues qui tout de suite se rendent disponibles pour aller visiter le patient le jour même de sa sortie, parce que là, il y a urgence. Mais voilà, le DAC n'est pas là pour répondre aux urgences, mais en tout cas, la situation est très, très complexe. Donc, ça peut arriver, mais en tout cas, dans les 48 heures, le patient ou son entourage aura une réponse, un appel du DAC 21. Donc, à ce moment-là, je fais également retour aux professionnels demandeurs, aux médecins, et ça peut rassurer le fait que le DAC aille très rapidement au domicile, et ça rassure notamment le professionnel qui parfois se pose la question, est-ce que je le fais rentrer ou pas? Mais quand il n'y a pas de possibilité d'hospitalisation et quand ça ne nécessite pas nécessairement une hospitalisation, tout ce qui est maintien à domicile difficile, et ça on le voit très très souvent aux urgences, tous les jours, plusieurs fois par jour, on peut tout mettre derrière maintien à domicile difficile. Il y a absolument tout, ça peut être le logement insalubre, comme ça peut être le logement qui est inadapté, comme ça peut être une conjugopathie, voilà, ou pas d'aide du tout. Tout peut tenir dans MADD, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Donc, c'est toutes ces missions-là qui nous sont confiées à l'assistante sociale et à moi-même. J'ai créé une petite carte. Tous les semestres, donc, les internes changent. Donc, j'ai la chance de pouvoir aller me présenter à eux dès leur premier jour, en expliquant mes missions, en expliquant notre travail en binôme avec les assistantes sociales, en présentant très brièvement le DAC 21. Et j'ai créé une petite carte qui tient dans la poche, un peu plus grande qu'une carte de visite, plastifiée, en leur expliquant quand me contacter. J'ai également un poste en interne au sein du CHU, j'ai également une adresse mail du CHU en interne. Donc, maintien à domicile difficile, retour à domicile complexe, toujours sur le plan médico-social. Je fais attention à mes termes. Tout ce qui est social, ça n'est pas moi. Je le rappelle parce que ça peut être parfois un frein pour les assistants sociaux. Moi, quand je suis arrivée au sein des urgences, les assistantes sociales m'ont très vite exprimé, et ça, je les en remercie parce qu'on a pu, du coup, vite passer au-dessus leur crainte que je prenne leur mission, ce qui n'était absolument pas le cas. Et une petite anecdote, mais pour en convaincre, enfin pas pour en convaincre une, mais en tout cas ça s'est fait concrètement comme ça. Nous allons au service des urgences et nous rencontrons un interne qui nous dit il y a un patient qui est tombé, qui fait que des chutes à domicile, une personne âgée. Le monsieur arrive, il a une sonde à demeure, l'assistante sociale se dit est-ce qu'il a des aides à domicile? Et moi je me dis est-ce qu'il a un filet de jambe? Et là, on s'est dit, ah, en effet, on ne voit pas la même chose. Et pourtant, on a le même but, on a le même projet, mais en tout cas, on ne voit pas les mêmes choses. Et c'est là notre complémentarité. Et cette complémentarité, je l'avais déjà découvert à domicile, de travailler avec les assistantes sociales. Médico-sociales, c'est vraiment les missions des DAC. Donc, avec une assistante sociale, la plus-value de son travail et celle d'une infirmière. Donc, on fait vraiment du bon boulot, je pense. Donc, la rupture et risque de rupture de soins. L'absence de cercle de soins, donc si jamais le patient a besoin d'un médecin traitant, je l'oriente vers les CPTS de secteur que nous avons, les infirmiers libéraux, les kinés, les orthophonistes, les ergos, tout ça, je vais tenter également de les orienter. Besoin d'une évaluation de la situation médico-sociale du patient, donc bien entendu, la plus-value, c'est que je suis physiquement là et je vais rencontrer le patient. Et le besoin de l'intervention à domicile de professionnels de santé, de matériel, d'aide à domicile. Et bien entendu, je fais le lien avec le DAC 21. Dès que je leur apporte les informations ou qu'eux m'en donnent, c'est vraiment une grande plus-value pour la suite. L'idéal, c'est vraiment le retour à domicile de manière optimale. Je travaille également avec EROS, écoute, régulation, orientation sociale, qui est de mémoire, enfin en tout cas, je crois toujours d'actualité, Madame Trojan, Oui. un dispositif unique en France.
qui est cofinancé par l'ARS et la DETS, qui est coporté par le CHU et le SIAO chez nous. Et c'est poste 15 et 115, c'est-à-dire qu'il y a 2 professionnels qui vont recevoir les demandes du 15. Ce sont des demandes qui sont essentiellement sociales, des problèmes sociaux, mais également des problèmes de rupture de parcours, et qui vont rappeler les patients. À ce moment-là, l'assistante sociale ou l'infirmière, parce qu'elles ont ces 2 professions-là au niveau des ROS, vont me contacter, vont me demander s'ils sont connus sur le DAC 21. Donc, via mon logiciel ITIX, je vais... Enfin, c'est quand même assez... c'est pas négligeable le nombre de patients qui sont déjà suivis ou qui ont déjà été suivis par le DAC et qui se retrouvent sur la plateforme des ROS. Donc, à ce moment-là, je les renseigne sur les dispositifs qui ont été mis en place et ce qui s'y passe. Sinon, nous échangeons ensemble sur la situation et nous réfléchissons à quelle serait la plus-value de la mise en place du DAC sur ces situations. S'il n'y en a pas, ben, il n'y en a pas. Hein, là, je m'arrête là. Et s'il y en a une, à ce moment-là, c'est l'assistante sociale des ROS qui va contacter le patient pour obtenir son accord pour que le DAC le rappelle. Ça ne sera pas moi, on reste déjà voilà, sur le dispositif EROS avant tout. Et une fois que le patient est d'accord, moi, je fais cette demande d'orientation DAC 21 et nous prenons en charge la situation. Le bénéfice, on a réfléchi, on a évalué en tout cas les bénéfices de la coordination ville-hôpital. Donc, cet échange quotidien avec les professionnels médicaux et sociaux est primordial. Hein. Si on n'y est pas, si on n'est pas physiquement là, ça ne fonctionne pas. On l'a testé, on a vu. L'entretien avec les patients et leurs proches également, je ne pourrais pas m'en passer, en tout cas pour l'analyse de la situation. Et puis parler du DAC si besoin, mais pas que. Hein, vous verrez sur les chiffres, je ne fais pas que de l'orientation DAC. Le développement du lien ville-hôpital, l'identification des patients suivis par le DAC 21 et les transmissions sur ITIX, puisque j'alimente le logiciel ITIX également de données. Alors, bien entendu, il ne s'agit là que de patients qui sont suivis par le DAC, qui ont donc donné leur accord pour que je puisse transmettre les données, les informations que j'ai au sein du CHU. En aucun cas, je n'irai transmettre des informations d'un patient qui n'a pas donné son consentement au DAC 21 et qui n'est pas suivi par le DAC 21. C'est important de le rappeler. L'optimisation du retour à domicile avec le partage d'infos DAC hôpital-ville, la connaissance du DAC par les professionnels hospitaliers, les internes y tournent et puis ils repartent avec cette connaissance du DAC également, la détection d'absence de médecin traitant et signaler au CPTS quand il y a absence de médecin traitant et faire le lien avec le patient. Mais il y a aussi dans la coordination ville-hôpital, et merci encore Madame Trojan pour ça, j'ai été invitée, mais pas que, maintenant en tant que membre permanent, intégrée au sein de la commission long séjour et cas complexes du CHU, et depuis peu au sein de la commission handicap, puisque j'ai fait une formation langue des signes récemment pour une association de professionnels libéraux pour accompagner les patients atteints de surdité. Et le DAC y a également toute sa place. Donc, on peut échanger là-dessus également. La présentation des missions du DAC au sein des différents services du CHU, encore hier au sein de la formation cadre. Et puis, l'expérimentation donc des RADP, retour à domicile préoccupant, sur le parcours urgence du CHU. Et je vais maintenant vous en parler. Cette idée de retour à domicile préoccupant émane de ce que l'on entend tous très souvent au sein des services, les fameux patients que vous renvoyez à domicile et vous vous dites « je sens qu'il va revenir ». Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand. Soit il a refusé les aides à domicile et on sait que malheureusement, ça ne va pas tenir. Soit sur le plan médical, en tout cas, il est sortant. Mais il y a quelque chose qui nous retient. Donc, on s'est dit ça, c'est des retours à domicile préoccupants. Donc, on s'est dit, comment allons-nous réfléchir, quelle action nous pouvons mener par rapport à ces retours à domicile? En tout cas, l'objectif était de sécuriser le retour à domicile, d'optimiser également ce retour à domicile, de limiter les réorientations sur les urgences, parce que si dans les 48-72 heures, il revient, ben, c'est bien dommage, éviter les ruptures de soins et rassurer et accompagner les proches du patient sur le retour à domicile. Certaines fois, les patients sont sortants, les familles s'y opposent. Et ça, c'est très compliqué de rassurer un proche qui ne veut pas que son parent rentre à la maison, alors que médicalement, il n'y a plus rien à faire, il n'a plus rien à faire au sein d'un centre hospitalier.
En pratique, donc on a commencé sur la médecine polyvalente. Pourquoi? Parce que ça prenait quand même du temps d'identifier les situations, en tout cas au début. On marchait un peu sur des œufs, donc on s'est dit on va commencer par un service hospitalier qui garde plusieurs jours les patients. Donc l'identification du patient et l'évaluation de la situation à risque par les professionnels, que ce soit l'assistante sociale, le médecin, l'infirmière, peu importe le professionnel qui prend en charge le patient. On demande l'accord du patient s'il accepte d'être recontacté par téléphone. Alors, à l'époque, on avait bien calculé, on s'était dit à J3 de son retour à domicile. Donc, il était clairement, pour moi, nécessaire de l'appeler à J3. Je maintenais le J3, mais avec l'expérience, on n'y est plus. On se dit J3 quand on ne sait pas, mais maintenant, on calcule et on réfléchit. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai un patient qui rentre, je vais l'appeler dès demain pour savoir comment ça s'est passé, son retour à domicile, parce qu'on sent que c'est très frileux. Néanmoins, il y a d'autres patients qui, on va attendre une bonne semaine parce qu'eux étaient complètement contre l'idée d'aide à domicile. Et puis, on se dit comment leur permettre, leur laisser du temps pour réfléchir. Donc, une petite semaine, ça peut nous permettre de se dire, bah, en effet, j'aurais dû accepter. Mais après, qui recontacter? Comment? J'aurais dû, mais j'ai pas pu. Enfin, voilà. Donc, à ce moment-là, je vais téléphoner et normalement, je vais pouvoir apporter une explication, une solution ou une orientation pour ce patient. La transmission, notamment de mes appels, je peux écrire dans les urgences, mais je ne peux pas notifier ce que je fais dans DXCare. Donc, je transmets à l'assistante sociale qui, elle, le fait sur DXCare. Donc, on trouve toujours des solutions, mais c'est toujours noté dans le dossier du patient. Alors, quelques chiffres. En 2025, 546 sollicitations. Quand j'appelle des sollicitations, c'est pour tout. C'est-à-dire, on échange sur une situation, on m'oriente un patient, on réfléchit sur un RADP, on prend en charge, voilà, les 546 sollicitations, c'est tout confondu. Quand vous voyez les 68 orientations vers une prise en charge DAC 21, vous voyez que sur les 546, si j'ose dire, je n'ai fait que 68 orientations vers une prise en charge DAC. Donc, le DAC n'était pas nécessaire dans toutes les situations et j'ai pu orienter vers d'autres dispositifs, que ce soit les SIAD, les PAP. On a la chance également, depuis un an, de pouvoir bénéficier d'une équipe prête à partir, donc pour tout ce qui est sorti en urgence notamment. Les 65 patients suivis par le DAC identifiés aux urgences, donc c'est un chiffre sur lequel je mets un petit bémol parce que n'étant pas là ni les week-ends, ni les jours fériés, il y a automatiquement des patients qui passent à la trappe de notre visu. 70 sollicitations par Eros, 23, donc Valmy, c'est l'hôpital privé chez qui je me rends tous les jeudis après-midi, et 22 sollicitations RADP l'année dernière, mais on est déjà à presque le double aujourd'hui, le temps que ça se mette en place parce qu'on est parti de la médecine polyvalente, mais maintenant on le fait sur tout le parcours urgence et je peux même m'auto-saisir parce qu'il a fallu un petit peu de temps pour prouver l'utilité. Et maintenant, je peux m'auto-saisir, mais toujours avec l'accord du médecin. Et parfois même, certains médecins maintenant me demandent et me disent, au fait, ton truc là, tu sais où tu rappelles les gens, est-ce que tu peux le mettre en place? Donc, ils sont déjà imprégnés de ça et ça rassure vraiment, sincèrement, ça rassure tout le monde, ça rassure le médecin qui fait rentrer le patient, ça rassure le proche et ça rassure le patient. Il est très rare qu'un patient ait refusé, enfin, je n'ai même pas souvenir qu'un patient ait refusé. Ensuite, les indicateurs pour les RADP, c'est au bout d'un mois, je vérifie s'ils ne sont pas revenus sur les urgences. Alors, si c'est un problème médical, là, par contre, je ne peux pas l'éviter. En tout cas, s'ils ne sont pas revenus pour des raisons médico-sociales. Alors là, c'était une présentation rapide et succincte de l'ensemble de ce qu'on vient de vous présenter et surtout l'occasion pour Christine Trojan de nous expliquer son témoignage en tant que directrice des parcours patients au sein du CHU. Ok, bah merci Isabelle pour cette représentation de votre activité très précise. Vous avez parlé de points de vigilance et j'en parlerai à la fin. Des points sur lesquels il faut vraiment être attentif au moment où on veut intégrer ce dispositif et du coup qui nous a permis, nous, de nous appuyer sur notre première expérience pour travailler, améliorer les conditions d'accueil de la nouvelle infirmière du DAC qui est arrivée sur la gériatrie. Donc, une coopération, la direction des parcours patients, forcément, dans mon portefeuille, j'ai les assistantes sociales dans la direction des parcours patients, une quarantaine d'assistantes sociales au total, mais j'ai aussi tout ce qui concerne les relations ville-hôpital, vous l'aurez compris.
Donc, pour nous, les objectifs du projet, ça s'est progressivement transformé. C'est vraiment la sécurisation des parcours patients, avec l'anticipation des situations complexes dès l'hospitalisation pour prévenir les ruptures de prise en charge, la fluidification des parcours en accélérant l'organisation des sorties et en limitant les séjours prolongés qui sont évitables, et puis renforcer la coordination ville-hôpital dont on voit bien qu'elle est devenue essentielle aujourd'hui, et donc en structurant une interface opérationnelle entre le CHU et les acteurs du territoire. Isabelle vous a présenté sa participation, son intégration à la commission des séjours longs. Elle est aussi intégrée dans ce qu'on appelle un guichet unique d'orientation vers l'HAD. En fait, c'est une réunion que j'organise 3 fois dans l'année avec toutes les HAD du territoire. Et donc, Isabelle intervient aussi dans le cadre de cette réunion. On n'est pas sur la même chose, mais c'est important d'avoir les acteurs de la ville avec nous sur ces temps d'échange. Le message vraiment, c'est on ne coordonne plus à distance en fait. On intègre la coordination à l'intérieur des murs de l'hôpital. Avoir cette infirmière coordonnatrice du DAC physiquement présente au CHU, pour nous, c'est un vrai plus. Elle vous l'a dit. Maintenant, elle est interpellée au fait de ton truc là que tu fais. Est-ce que tu peux le faire pour nos patients? Elle est reconnue pour ça. Bien évidemment, elle a un accès au dossier patient informatisé, donc tout ça, c'est encadré dans le cadre d'une convention avec le DAC 21. Isabelle vous a parlé de son positionnement au sein des urgences. Leur garantir, et ça on le met aussi dans la convention, c'est leur garantir, alors à défaut de mettre un bureau, parce qu'on n'a pas la possibilité de lui accorder un bureau, mais comme elle vous l'a dit, elle est beaucoup sur le terrain, mais à minima un poste de travail équipé d'un système, d'un ordinateur, des logiciels métiers et avec des accès. Il a fallu batailler quelques semaines avec la direction des services numériques pour que ça soit possible. Mais en tout cas, maintenant, c'est possible et c'est essentiel qu'elle trace son activité dans le dossier patient, surtout quand elle voit un patient au niveau des urgences. Il faut que l'information, elle circule dans le dossier d'Excare, parce qu'on a cette particularité d'avoir un dossier spécifique pour les urgences et un dossier pour les services de soins. Donc ça, c'est hyper important. Donc c'est vraiment une interface opérationnelle en temps réel. Elle dit que elle voit pas tous les patients, mais en attendant, nous, on sait à quel moment l'appeler et elle répond toujours présent à nos sollicitations. Donc, ce que ça change concrètement, c'est l'anticipation des sorties complexes dès l'amont. C'est la sécurisation des retours à domicile avec un dispositif qui, je précise, quand même, sur les sorties préoccupantes, c'est un médecin de médecine polyvalente qui a été qui a réclamé et qui a été force de proposition pour retravailler ça avec Isabelle. Donc, c'est important de le préciser. Donc, en fait, en gros, nous, ça nous fait perdre moins de temps dans le parcours et ça apporte plus de qualité pour le patient. C'est aussi une réponse directe aux attendus de la Haute Autorité de Santé, puisqu'on a beaucoup d'items autour de la continuité des parcours, de la coordination professionnelle, de la prévention des ruptures et de la sécurisation des sorties. Donc, on s'inscrit dedans quand on fait nos audits avec les experts visiteurs, les audits gouvernance. Tous ces sujets sont bien sûr présentés. Donc, c'est un dispositif qui est parfaitement aligné avec ces attendus. C'est ce qui fait la différence avec certains dispositifs, c'est que c'est vraiment une organisation qui est simple, mais qui est structurante. On a une présence humaine dédiée, et ça, c'est important. Quand Isabelle n'est pas là, son téléphone est basculé sur le DAC, donc on a toujours un interlocuteur au bout du fil. Ça aussi, c'est important pour les équipes en termes d'adhésion. Si il leur arrive une fois de contacter l'infirmière du DAC et de ne pas avoir de réponse, donc ils seront comme partout, ils vont généraliser et dire moi j'ai essayé, ça marche pas. Alors c'est important d'avoir une continuité dans la réponse, même s'il n'y a pas d'urgence à agir dans la minute, mais au moins on sait que l'information est prise en compte. Donc c'est une coopération qui est vraiment opérationnelle et qui n'est pas théorique uniquement. C'est une dynamique
qui est devenu pérenne grâce à la volonté du DAC de pérenniser ce dispositif qui était initialement financé par l'ARS. Donc c'est pérenne et c'est en plus en expansion. Donc c'est bien que ce dispositif a fait la preuve de sa valeur ajoutée et qu'il est reconnu par les partenaires. Je vous parlais de quelques points de vigilance, c'est juste qu'il faut soigner l'entrée de ces nouveaux arrivants dans nos établissements, donc via une convention, mais surtout miser sur la complémentarité. Isabelle l'a parfaitement décrit. Elle a vécu ce que sa collègue a peut-être moins vécu parce qu'on a pu l'accompagner autrement, mais il y a vraiment des enjeux à intégrer ces nouvelles ressources au sein d'équipes qui sont déjà constituées et à bien préciser le rôle, le périmètre de chacun pour que chacun puisse situer son rôle et qu'il n'y ait pas de sentiment de menace de territoire en particulier. Vous savez qu'à l'hôpital, il y a beaucoup de territoires. Donc, il faut vraiment miser sur la complémentarité. Il faut également communiquer largement au sein de nos établissements sur le rôle de chacun dans les différentes instances. La CME, la commission de soins infirmiers, les réunions cadres supérieurs, réunions cadres, la commission des admissions non programmées, parce que c'est important aussi, il y a beaucoup d'urgentistes et de spécialités qui sont représentés, les journées, les réunions assistantes sociales, et puis, Isabelle l'a dit, surtout la journée d'accueil des nouveaux internes, parce que c'est quand même beaucoup, je ne dis pas que nos seniors ne sont pas dans les services, ils sont dans les services, mais les internes s'occupent beaucoup de l'organisation des sorties. Donc c'est vraiment un public à cibler et vraiment à informer dès qu'ils arrivent. La participation au staff, c'est aussi important. Donc chez nous, le staff des urgences est organisé à 8 heures, donc c'est la bed manageuse qui se rend au staff et après elle fait un point de coordination avec assistante sociale, infirmière du DAC, voilà, pour se répartir un petit peu les dossiers. La ligne téléphonique, je l'ai dit, et le sujet de la convention. En conclusion pour moi, parce qu'on va laisser un petit temps d'échange, j'imagine, ce que montre cette expérience, c'est que la qualité du parcours, elle ne se joue plus uniquement à l'hôpital et grâce aux compétences de nos professionnels, mais dans la capacité à organiser en temps réel cette coopération avec le territoire. Le DAC 21, pour nous, il est devenu un levier opérationnel majeur pour passer d'une logique de prise en charge à une logique de parcours. Voilà ce que je voulais dire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci le DAC 21, merci Madame Trojan sur le CHU de Dijon pour cette présentation qui était très concrète et très intéressante, je pense, pour la majorité de nos participants. Nous allons pouvoir arrêter maintenant l'enregistrement et une fois que cet enregistrement sera terminé, on va pouvoir recommencer la session d'échange. Et à ce moment-là, je vais pouvoir passer la parole à Marion qui va se charger de pouvoir vous distribuer la parole.